Nous pouvons à présent introduire les intégrales définies. On vient de parler d'intégrales non définies. Ici, on va parler maintenant, dans un second temps, de ces intégrales définies. Ce sont des intégrales, donc, comme on l'a dit dans l'introduction, des intégrales qui ont des bornes. Et pour expliquer d'où viennent ces bornes et comment on peut passer d'intégrales qui sont indéfinies, de primitives à intégrales définies, eh bien, je vais m'empresser de proposer un graphique où on va décider sur ce graphique d'une fonction, voilà comme ceci, hein, d'une fonction, une fonction y égale f de x, et puis on va se mettre ici entre deux points t et t plus delta t. Ici, on va commencer au point A en abscisse et on va terminer ici au point B en ordonnée. On va avoir ici t qui va varier. Voilà, on a une abscisse qui passe par des points A, B, t et t plus delta t. Et puis on a y ici, y ici c'est la fonction, ça correspond à l'ordonnée de la fonction y égale f de x. Et ce qu'on va définir, c'est A. Ce qu'on va définir, c'est A de t, qui est en fait la surface qui se trouve sous la courbe y égale f de x et qui commence en A, hein, et qui intersecte, si vous voulez, l'axe des abscisses sur le segment AT. Hein. Donc A de t, hein, on va définir A de A qui vaut 0, c'est-à-dire que la surface sous la courbe f de x entre A et A, elle vaut 0. Et puis, on va se décaler vers la droite pour définir ici. Alors, attendez, je vais remettre ça au bon endroit parce qu'on ne voit pas. Donc, j'ai A de A qui est égal à 0 et j'ai A de B qui va être égal à la surface totale. Donc, A de B, si vous voulez, on va noter ça grand A. Et A de B, ça va correspondre exactement à la surface qui se trouve sous la courbe y égale f de x et qui intersecte le segment AB qui se trouve ici. Ce sera la surface A. La surface A, c'est donc toute cette surface ici sous cette courbe y égale f de x qui intersecte le segment AB. Ça, c'est A. Et donc, A de t, si vous voulez, A de t, ce sera la surface qui se trouve sous la courbe y égale f de x, qui intersecte le segment AT, hein, qui part de A, bien sûr, et qui va jusque t. Donc, cette surface-ci sous la courbe y égale f de x, la surface qui est, on prend f de x qui est positif, hein, je vais prendre f de x qui est positif pour ne pas avoir de soucis dans un premier temps. Eh bien, la surface qui se trouve sous cette courbe y égale f de x, qui est au-dessus de l'axe des abscisses et qui intersecte l'axe des abscisses en les droites, si vous voulez, verticales, t égale a et t égale t. Hein. En gros, t égale t, on comprend bien ce que je veux dire, cette droite-là et cette droite-là. Donc, cette surface-ci sous la courbe y égale f de x, eh bien, cette surface-ci, c'est a de t. Donc A de t, on peut imaginer que c'est une fonction qui évolue depuis 0 en t égale a, qui passe par différentes valeurs de surface, c'est une surface qui croît, qui grandit lorsque t croît, et qui arrive finalement en A de B. En A de B, ça vaut exactement la surface qu'il y a sur la courbe y égale à f de x, au-dessus de l'axe des abscisses, et qui intersecte le segment AB. Surface qui se trouve donc au-dessus de l'axe des abscisses. Ça correspond à une fonction f que l'on considère comme étant positive. Donc j'ai envie de dire, moi ce que je vais faire, c'est regarder l'accroissement de surface comme ceci, cet accroissement de surface entre t plus delta t, on sait ce que c'est, il s'agit d'un petit élément de t, hein, on considérer que c'est un petit intervalle de t, hein, c'est par exemple delta t
c'est ceci ici, hein, c'est cette petite longueur entre t et t plus delta t. Et je regarde cette quantité-ci et je vais la coincer entre deux autres quantités. Tout d'abord, la valeur de f en ce point t. Voilà, la valeur de f en ce point t que je vais multiplier par delta t. Et la valeur de f au point t plus delta t. La valeur de f au point t plus delta t que je vais multiplier par delta t également. Donc, ce qu'on fait là, c'est essayer de se dire à quoi va correspondre une petite variation de surface. On aimerait bien comprendre, hein, on a envie de comprendre à partir des intégrales indéfinies comment on va pouvoir caractériser une aire. Comment est-ce qu'à partir d'une intégrale indéfinie, on peut se dire il y a une aire là derrière. Comment est-ce qu'à partir de ça, de ce concept qu'on a vu à une constante près dans la vidéo précédente, comment est-ce que ça peut être vu comme une aire? Alors, pour faire ça, on va d'abord essayer de se rappeler, puisque ces intégrales, nous savons que ce sont des antidérivées, donc on va revenir au concept de dérivée, on va regarder un petit peu, on va essayer de se ramener au concept de dérivée sur les aires. Et donc on définit A de t plus delta t moins A de t, oui, c'est une variation ça. Si je divise par le delta t qui se trouve ici des deux côtés des inégalités, ben A de t plus delta t moins A de t divisé par delta t, c'est un quotient différentiel. Et donc la limite de ça pour delta t qui tend vers 0, ça va être une dérivée. Bon, mais on regarde graphiquement à quoi ça sert. On regarde graphiquement ce que ça signifie. On veut établir un lien évidemment entre f de x et une surface. Donc on essaie de d'écrire ceci, la variation de surface. On sait que si on veut qu'une intégrale soit une aire, la dérivée de cette aire devrait être la fonction f, ou quelque chose qui ressemble à l'intégrant, c'est-à-dire la fonction petit f dans une intégrale non définie. Bon, approximativement, on a envie de dire intuitivement. C'est pour ça qu'on a envie de faire apparaître une dérivée de l'aire pour retrouver f. Donc pour faire apparaître ça, qu'est-ce que nous savons? Nous savons que nous avons une variation. Donc si je regarde a de t plus delta t moins a de t, donc on a une variation de surface. Donc cette variation de surface, c'est exactement la surface que je vais hachurer. Ici, je vais hachurer une surface en orange, admettons, voilà. Cette surface-là que nous hachurons en orange, c'est exactement ceci. C'est exactement a de t plus delta t moins a de t. Puis si je regarde f de t delta t, vous voyez, f de t, c'est cette hauteur. Donc f de t ici, si je prends f de t, f de t, il se trouve là. Et si je multiplie f de t par delta t c'est ce petit segment-là, f de t plus delta t, f de t, pardon, fois delta t, eh bien, il va s'agir d'un rectangle défini par f de t comme longueur et delta t comme largeur. Et cette surface de rectangle sera inférieure à ma surface orange. Donc f de t delta t va être inférieur ou égal à la différence des a qui se trouve ici. Et de même, de l'autre côté, on va regarder f de t plus delta t. F de t plus delta t, on va lui donner une autre couleur. Voilà, f de t plus delta t, il se trouve ici. F de t plus delta t, multiplions-le par delta t, ça correspond à un rectangle. Un rectangle dont la longueur est f de t plus delta t, mais qui est plus grand que f de t. F de t plus delta t se trouve ici. Donc j'ai f de t plus delta t multiplié par delta t. Ceci, c'est un rectangle qui est plus grand que le rectangle ft plus delta t, mais dont la surface est aussi plus grande que la différence des a qui se trouve ici. Donc voilà comment on peut coincer une aire entre deux autres aires de rectangles. Et puis voilà comment ensuite on va passer à la limite pour aller chercher donc une dérivée. On va tout diviser par delta t et on va dire la limite pour delta t tendant vers 0 de a de t
plus delta t moins a de t divisé par delta t. Ceci, ça va faire a' de t, c'est la limite d'un quotient différentiel. La limite pour delta t tendant vers 0 d'un quotient différentiel, c'est a' de t, c'est la dérivée de cette surface, la dérivée de l'air, si vous voulez, a' de t, la dérivée de la fonction a de t que nous avons définie. Et donc ceci, si je passe la limite de part et d'autre des signes d'égalité, donc on divise tout par delta t, f de t, ici la limite pour delta t tendant vers 0 de f de t, ben c'est f de t ne dépend pas de delta t. La limite pour delta t tendant vers 0 de f de t plus delta t, c'est encore f de t. Et donc, on se retrouve avec un A' qui se trouve coincé entre f de t et f de t. Donc, autrement dit, quand delta t tend vers 0 ici, on a f de t là. Quand delta t tend vers 0 dans f de t, ben c'est f de t ne dépend pas de delta t. J'ai tout divisé préalablement par delta t. Donc, si vous voulez, on se retrouve avec A' de t qui est coincé entre f de t et f de t lorsque l'on passe à la limite de part et d'autre de signes d'inégalité. Les limites, on passe les limites de chaque côté des signes d'inégalité, la limite pour delta t tendant vers 0, de part et d'autre de signes d'inégalité, et ainsi nous obtenons A' de t égale tout simplement f de t. A' de t égale petit f de t. Et on considère que on va appeler, donc on va prendre une primitive de f de t, on va appeler la primitive de petit f de t, une primitive de petit f de t, on va l'appeler grand f de t. Et donc une primitive de petit f de t, ça va être grand f de t plus une constante arbitraire. De même, A' de t, on va pouvoir l'écrire comme étant, on va pouvoir intégrer, si vous voulez, A' de t de telle sorte que nous fassions apparaître A de t et qu'on regarde la différence. Donc, on a une égalité ici, on a une égalité certaine entre la dérivée de ma fonction A de t et f de t. Si j'effectue une primitive de ces deux quantités, qu'est-ce que ça signifie effectuer une primitive de ces deux quantités? Si ces deux quantités sont égales et que j'effectue une primitive de ces deux quantités, les primitives deviennent égales à une constante près. Par définition, des intégrales non définies. Donc, si j'ai deux fonctions qui sont égales, que je peux les intégrer, que je peux calculer des primitives, eh bien, ces primitives, donc ici je vais parler de primitive de A' de t, ben une primitive c'est A de t, plus une constante. Une primitive de petit f de t, c'est grand f de t. Et donc je sais que si j'ai des dérivées qui sont égales, les primitives sont toujours égales à une constante près. Donc j'ai cette quantité ici, C, qui va apparaître. Alors j'ai cette connaissance, donc j'ai cette apparition d'une intégrale indéfinie. Donc je n'ai utilisé que l'intégrale indéfinie ici, que la définition de l'intégrale indéfinie. Mais, à la différence de ce que nous avons vu pour les intégrales indéfinies, ici j'ai une information supplémentaire que en A, eh bien, on a une aire A de A qui vaut 0. Et donc ça, par conséquent, ça signifie que A de A égale 0. Si je me mets en T égale A, ça va me donner F de A plus C. Et donc ça signifie que dans ce cas-là, C, c'est égal à moins F de A. Et voilà donc ici, nous savons que nous avons A de t, F de t égale à une constante près, mais cette constante qui va réaliser l'égalité, nous pouvons dans ce cas-ci la calculer parce qu'on a défini cette fonction A de t, cette fonction R, nous l'avons définie comme étant une fonction qui au point A valait 0. On peut faire ça toujours. Donc ça signifie que nous avons ici A de t qui est égal à f de t
moins f de a. Et mieux encore, donc ça veut dire que nous avons aussi a de b. Si je calcule cette expression en t égale b, j'ai a de b qui va être égal à f qui va être égal à f de b moins f de a. Voilà. On va avoir a de b qui est égal à f de b moins f de a. Voilà si vous voulez, cette fonction R, a de t, nous savons que a de t, c'est la fonction qui calcule, qui est censée, qui correspond à la surface qui se trouve sous la courbe y égale f de x, qui se trouve sous la courbe y égale f de x, et qui correspond à la surface qu'il y a entre les points A et T. Surface A de T, c'est la surface, on l'a définie ainsi au départ, cette surface. On l'a définie A de T, on a dit c'est la surface qui se trouve sous la courbe y égale f de x, qui intersecte le segment AT sur l'axe des abscisses et qui se trouve au-dessus de l'axe des abscisses. C'est ainsi qu'on a dit, qu'on a expliqué cela au départ. C'est ça cette R. Et on a regardé la variation de cette R, la dérivée de cette R. Nous avons essayé de trouver une expression pour cette R. Et maintenant, nous avons donc cette R-là, qui est exactement égale à f de t moins f de a. Et si je me mets en t égale b, eh bien, j'ai l'air total, c'est-à-dire le vrai A, c'est-à-dire l'air total sous la courbe y égale f de x, qui est tout simplement égal à la primitive de petit f de x, enfin une primitive de petit f de x en b, ou la primitive, si je l'appelle grand f de b, moins la primitive, cette même primitive, en petit a. Donc, simplement, le grand A, c'est une primitive on a montré qu'il s'agissait d'une primitive de petit f de x en b, moins cette même primitive de petit f de x en a. Autrement dit, f de b moins f de a. Et on va utiliser naturellement une notation pour ça, et pour dire, cette quantité-là, nous allons tout simplement l'appeler, nous allons tout simplement la noter comme ceci, intégrale de a à b, signe intégral de a à b de f de x dx. Ceci, c'est exactement le f de b moins f de a. Voilà la définition d'une intégrale définie, ici entre deux bornes, petit a et petit b. Alors, pour ça, bien sûr, lorsqu'on va parler de ça, on va se placer ici dans un cadre qui nous permet facilement de faire tous ces calculs. Je ne vais pas insister sur toutes ces conditions. Donc je vais peut-être mettre ça en bleu, mais je vais mettre f de x, ce doit être une fonction qui est continue sur AB fermé pour l'instant. Pour pouvoir faire ces calculs, on voudra toujours, comme on l'a fait ici, on a vu la fonction qui est ici, le calcul qu'on a fait pour montrer que l'air c'était grand f de b moins grand f de a, on a pris une fonction f de x ici qui était continue sur AB fermé. Alors, ce qu'il nous faut aussi, c'est que grand f de x soit une fonction continue sur AB fermé et dérivable, bien sûr, mais dérivable, on est toujours dérivable sur les ouverts, pas sur les fermés. Et donc, nous avons, grâce à ça, quand on a ceci, eh bien, on peut définir cette intégrale-là, on peut définir l'intégrale entre a et b de f de x dx. On peut également réécrire ça, grand f de x entre a et b. Voilà, différentes notations qui nous permettent au final d'écrire ici une intégrale définie
une intégrale définie. Qu'est-ce que c'est une intégrale définie? Une intégrale de a à b de fx dx. Cette notation-là, elle correspond tout simplement à grand F de b, la primitive de petit f en b, la primitive de petit f en b, moins la primitive de petit f, moins la même primitive de petit f en a. L'intégrale de fx dx entre a et b, c'est grand F de b moins grand F de a.